Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de reparler cinéma et de discuter de l'avant-dernier comic book movie de l'année, 3e opus, Thor Ragnarok. Ouais. Et avec moi pour en parler, Olivier de Génération Strange. Comment va ? Mais très bien, ravi d'être là. Ça faisait longtemps. De pouvoir parler, ouais, ça faisait très longtemps. C'est un ami du boulot, comme dirait l'autre. Ouais, un ami, ouais, c'est vrai. Et en plus, ça fait quelques temps déjà, donc non, c'est vraiment une occasion de se rencontrer et ça fait plaisir. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Thor Ragnarok, Olivier? D'abord j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu avais pensé des 2 premiers Thor, histoire que voilà, les gens qui nous regardent savent à peu près où tu te situes par rapport à la franchise. En fait mon curseur il était quand même assez... j'ai tendance à être quand même assez gentil avec les productions Marvel, parce que j'ai grandi avec, hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai vu Thor, le curseur était assez bas. C'était le 3e film, 4e. Le premier avec Kenneth Branagh, il était, il y avait l'excitation parce que justement, on voyait pour la première fois le personnage de Thor. Et l'approche qui en avait été proposée au départ par les studios Marvel était quelque peu nébuleuse. Heimdall, si tu me regardes. Donc c'était quand même un peu bizarre, mais voilà, il fallait s'habituer à cette nouvelle approche et on va dire composer avec, quoi. Et dans le deuxième, ils ont essayé de rendre ça un peu plus... avoir un ton un peu plus viking, j'ai trouvé intéressant au début du film, mais par la suite ça se dégrade, c'est-à-dire que quand ils arrivent vers la fin du 2e acte et au début du 3e acte, ça commence vraiment à se dégrader, et là on va dire qu'ils m'ont perdu, quoi. Et Thor Ragnarok, est-ce que ça t'excitait ou pas du tout alors de Thor base. Ragnarok de base, ouais, c'était un film, moi qui... j'étais pas hyper hypé comme on en avait discuté, comme je pouvais attendre avec impatience d'autres films il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Ça fait mal. mais en fait, en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que j'étais hyper excité de voir pour la première fois Spider-Man, Iron Man, Avengers. Il y avait quelque chose, quoi. Là, c'est pas forcément le cas. Pour autant, l'approche du réalisateur, Taika Waititi, c'est ça, que je ne connaissais pas, qui est plutôt bon dans ce qu'il fait. Hein. Qui a joué aussi dans le film Green Lantern, hein, je précise. Hein. Au passage, oui. Hein. Il fait l'ami de jolie perle de Ryan Reynolds. Ouais. Non, mais franchement, très bonne approche. J'ai bien aimé le fait de renverser un peu le postulat, savoir que l'intrigue ne va pas se dérouler sur Asgard, qu'ils allaient l'étendre, qu'ils allaient étendre justement l'histoire de Thor dans le cosmos, dans l'espace, quelque chose qui lui correspond, j'allais dire en définitive un peu plus. J'étais plus intéressé par l'approche de ce film, en fait. C'est ça qui m'a intéressé. C'est pas vraiment le fait qu'il y ait un nouveau Thor. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est ce qu'on disait, les Marvel, t'en as 3-4 par an. C'est devenu une machine bien huilée. C'est pas que... Enfin, il y a pas vraiment de surprise maintenant. C'est vrai. Moi je dois avouer que quand le projet Thor Ragnarok a été annoncé, maintenant je crois que c'était, je sais plus, il y a 3-4 ans ou 3 ans par Kevin Feige, ça m'excitait pas du tout parce que les 2 premiers Thor, je trouve que c'est vraiment des très mauvais films. Ça date de aussi longtemps que ça, 3-4 ans. Oui, tu sais, c'était pendant cette grande conférence où Kevin Feige... Non, c'était dans ce ciné à Los Angeles. Ouais, c'est ça, la conférence. Mais c'était pas la D23. D23. Non, c'était pas la D23. C'était D23. vraiment un événement où ils avaient annoncé Civil War et compagnie, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça m'excitait pas. Je trouvais que les 2 premiers temps étaient très mauvais. Alors le premier, peut-être que scénaristiquement, ça roulait un peu plus. Mais alors je trouvais que visuellement, on était
proche du nanar. Le premier ou le deuxième ? Non, le premier. Et le second, visuellement, je le trouvais beaucoup plus sympa, mais alors scénaristiquement, on était vraiment au bord du gouffre. Donc honnêtement, Marvel Studios avait entre les mains probablement le personnage le plus cinématographique. Thor, on peut en faire 3-4 trilogies, des spin-offs à gogo. Enfin, il y avait tout à faire et pour moi, il s'était planté radicalement sur les 2 premiers films. Et même dans l'Avengers, le personnage n'était pas très intéressant. Donc Thor Ragnarok, initialement, m'intéressait pas. Après, quand ils ont plus ou moins teasé le fait que Hulk soit de la partie, qu'il y ait une vibe un peu années 80, ça m'a un peu étonné, j'étais très curieux, je comprenais pas vraiment le parti pris, les bandes annonces à la sauce Men in Black, Ghostbusters, fluo partout, néon à gogo, tu fais ok, vive les Power Rangers, et pour autant je m'étais dit ok, comment le gars... Justement on va dire, ce côté disruptif qui m'a plu, mais on en reparlera après. Moi ça me mettait mal à l'aise si tu veux, parce qu'ils ont jamais réussi à faire un vrai bon film Thor, et il faut qu'ils aillent dans l'espace pour essayer de refaire quelque chose. Enfin, pour moi, ça ne faisait que confirmer qu'ils étaient très mal à l'aise avec le perso et que bon, voilà, il fallait terminer la trilogie, autant clore quelque chose en fanfare et en feu d'artifice avec Hulk qui sert toujours de toute manière, qui a toujours été pour Marvel Studios le personnage un peu pansement pour éventuellement apporter une énergie en plus. À un moment donné, Hulk était envisagé pour un gardien de la galaxie, c'est pas pour rien quoi. Hulk est un personnage qui est puissant, en plus qui est maintenant adoré depuis Avengers. Donc voilà. Bon, j'étais pas plus excité que ça. Les très bonnes critiques américaines qui acclamaient le film comme une comédie m'ont un peu fait peur. Et on ressort de la projection presse, on l'a vu il y a quoi, 2 heures, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, on l'a vu en avant-première. À chaud, qu'est-ce que t'en penses Comment t'arriverais à définir le film? Voilà, vraiment à chaud, on rentrera dans les détails dans quelques instants. En fait, le truc, c'est que c'est pas un mauvais film, c'est plutôt un bon film, un bon buddy movie. Je comprends les gens qui l'ont vu, les critiques qui pensaient justement que c'était on va dire une bonne comédie. C'est une bonne comédie d'action, c'est vrai. Maintenant, avec un titre comme Thor Ragnarok, on s'attendait à autre chose. Et je pense que c'est là où, on va dire, il y a eu un peu tromperie sur la marchandise, quoi. Bon, il y a des défauts comme dans tous les films, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un film, un bon film Marvel qui se regarde bien. Qui va peut-être un peu plus rester dans les esprits que les autres, hein, parce que il marque vraiment un tournant pour Thor. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans l'histoire du perso, ouais. L'histoire est plutôt bien construite, bien amenée, et je trouve que la réalisation est plutôt lisible. Enfin, on y reviendra, mais je pense pas que lorsqu'on travaille sur une production Marvel, on puisse vraiment faire ce qu'on veut, et avoir des réalisateurs qui ont une patte et qui parviennent malgré tout à proposer des choses visuelles qui marquent l'esprit, c'est quand même pas tous les jours. Et là, c'est ce qu'on a eu avec ce Thor. Après, je sais pas si toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve que le film, il est... alors, je dois avouer que les premières minutes m'ont fait plaisir. Je me suis dit, ok, bah, je suis arrivé avec un a priori, j'aurais pas dû, parce que les premières minutes sont vraiment excellentes. J'ai l'impression de voir pour la première fois au ciné un vrai Thor, un mec badass qui sait utiliser son marteau, où il y a du fantastique, il y a de la lave, c'est bon. Ah, le début est vraiment sympa. Début, ouais. Ouais, alors vrai. bon, il y a de la blague, mais... Et au fur et à mesure du film, je l'ai trouvé assez long en fait. Je vais pas vous cacher, je me suis ennuyé en fait. Je suis d'accord. Je me suis ennuyé parce que le film pour moi est un fourre-tout. Alors dans le fourre-tout, il y a de bonnes choses, il y a de très bonnes idées, il y a des idées de direction artistique qui sont cool, il y a des seconds rôles qui sont sympas, il y a de bonnes blagues, mais il y a aussi beaucoup trop de blagues, et à un moment donné je disais non mais c'est bon, arrête, Ouais, voilà. arrête. Ça c'est un point, c'est un point qui fait du tort au film. Bah, exact. Vrai. Moi, si vous me connaissez, vous le savez, l'humour Marvel Studios, ça n'a jamais été ma came. Et j'ai trouvé que justement dans les derniers films, mis à part les Gardiens, mais qui se voulaient un peu plus légers,
Et pour autant, le second gardien, il y a beaucoup d'émotions. Je m'étais dit, ok, ils ont mis un peu ils ont lâché le pied. Non, là, et ils alors ont là, ouvert les vannes, là. on repart sur du Thor 1, de la blague à gogo pendant les combats, franchement, je vais vous dire un truc. Le combat de Gladiator Hulk Thor, celui qu'on attendait tous, celui teasé par la bande-annonce. Qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Pas mal, mais un peu décevant à mon sens. Pendant la moitié du combat, la salle rigolait, quoi. Moi, ça me pose un problème, si tu veux. J'ai pas rigolé. Il peut y avoir une ou deux blagues, mais pas tout le temps, quoi. Alors, le truc, c'est que ils ont fait de l'humour facile. Je m'explique. D'abord, on spoil plusieurs pas trop fois. pendant cette Non, émission. mais plusieurs fois, il y a un personnage dans le film. Ça peut être un personnage ou un autre, hein, mais en général, la mécanique est toujours plus ou moins la même. C'est-à-dire que il va y avoir un effet dramatique qui va être cassé par un autre personnage qui va dire autre chose, et l'autre va se sentir plus ou moins vexé, et voilà, l'effet sera retombé, et ils nous font le coup à chaque fois pour montrer que justement Thor est, on va dire, n'est pas infaillible. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, et j'ai trouvé ça facile. C'était vraiment tirer tirer sur les grosses ficelles pour être sûr que ça fonctionne, alors que ce film n'en avait pas forcément besoin. Je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'est vrai que ça peut être considéré comme un fourre-tout. Moi, je l'ai pas vu comme ça. En revanche, je te rejoins sur un point, à savoir que la partie sur Sakaar, donc la planète où justement ils se battent l'un l'autre, est un peu longuette. Elle est un peu longuette, et même si elle est bien réalisée, bien structurée, on comprend pourquoi ça prend un peu de temps aussi, et donc c'est plutôt pas mal, mais c'est une partie qui est un peu longue. Franchement, c'est pas... c'est même, je dirais, des trois, c'est le meilleur Thor qu'on ait vu. Ouais, mais c'est pas très compliqué quand même. Enfin, je trouve quand même que les deux étaient... Non, mais c'est vrai que c'est des trois, c'est le plus riche. Voilà, je vais pas dire que c'est le meilleur, même si c'est le meilleur, mais pour moi, c'est surtout le plus riche visuellement, même scénaristiquement. Voilà, on sent que James Gunn est passé par là, on sent que Marvel... Le scénario ou pas ? Non, pas au scénario, mais on sent qu'il a quand même ouvert des portes, et que derrière, peut-être que Marvel Studios se dit, ok, faisons un peu plus confiance au réal, tentons de moins appuyer notre patte, mais le problème, c'est que toutes ces blagues, tout cet humour, il y a aussi une action qui est un peu coupée d'une manière très chirurgicale. Je me perds dans le film, et à un moment donné, je me suis dit, ok, je lâche l'affaire en fait. Tout le temps à rigoler, moi ça me fait chier, je veux dire, je suis là pour voir un film, aussi un film épique, ça s'appelle Thor Ragnarok, c'est le 3e opus d'une trilogie, c'est censé envoyer du lourd. Et je vous ai dit... Attention, ça envoie du lourd quand même. Ça envoie du lourd, mais ça envoie du lourd beaucoup au début, et limite j'aurais préféré que le combat du début soit le combat de la fin. Tu vois, à la fin, c'est un peu trop fouillis, même si... Enfin, il y a trop de choses, voilà, Non, ils ont un peu de mal. Pour une fois qu'ils avaient un ennemi, en tout cas un vilain qui était vraiment charismatique, ils ont quand même pris... Là, pour le coup, à mon avis, ils ont dû sortir le carnet de chèques, parce que... Kate Blanchett, ça envoie du lourd. C'est quand même assez impressionnant en déesse de la mort. Il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est en tout cas le lien de parenté qu'ils ont instauré dans le Marvel Cinematic Universe, Why qui not? n'a rien à voir avec son véritable lien de parenté dans les comics et même dans la mythologie, si je dis pas de bêtises. Et donc forcément c'est un peu compliqué d'arriver avec un vilain pareil et de se dire voilà, on va pas faire de combats dantesques et de scènes qui vont carrément fracturer la rétine. C'est le problème. C'est un peu le problème, c'est que c'était leur objectif et ils ont tout fait pour ça. Et je pense qu'à un moment ils avaient atteint leur objectif, notamment avec le combat entre Hulk et Thor qui était plutôt bien fait, et il y a des moments de fulgurance dans ce combat qui sont plutôt bienvenus. Maintenant, je trouve que la fin faisait peut-être un peu, on va dire, un peu Power Rangers, ouais, pour reprendre ce que tu disais.
Il y a des bonnes idées, surtout à la fin. Ils reprennent des éléments du début de l'histoire pour le recycler. Et on voit que Thor évolue et il arrive à justement penser d'une manière différente suite à ce qu'il a vécu. Et ça, c'est vraiment bienvenu. Mais l'action, elle n'est pas lisible à la fin. Et c'est un peu dommage. On s'y perd un peu. Et ça, c'est peut-être un des petits soucis, on va dire, à régler pour la suite et surtout pour les prochains Avengers. J'ai un peu peur, mais bon, en même temps, ce sont les frères Russo qui sont dessus, donc peut-être qu'ils auront un peu plus de maîtrise sur leur sujet, quoi. Mais là, pour le coup, je pense que la fin n'est pas merdique, hein, loin de là. Non, elle est même plutôt intéressante. Plutôt dantesque, intéressante, sans aller jusqu'à les comparer avec la référence, le Seigneur des Anneaux. C'est quand même vraiment épique. On sent qu'ils se sont inspirés de ça, mais c'est vrai que l'action elle est pas lisible, quoi, à la fin. Bah on n'est pas dans une maîtrise à la Seigneur des Anneaux. Enfin bon, ça se voit malheureusement depuis le premier Thor, mais bon, moi ce qui me dérange toujours, c'est que effectivement, je pense que quelqu'un qui ne connaît absolument pas Thor, qui a été bercé dans le Marvel Studios, mais uniquement par ce prisme du cinéma, va plutôt prendre son pied sur Thor Ragnarok. Mais moi honnêtement, je reste toujours frustré de ne pas avoir vu un vrai film Thor, quoi. C'est-à-dire que mis à part le début du film Thor Ragnarok, et ben en fait, ce qui ressemble le plus vraiment à du Thor, c'est, on va dire, Idris Elba en fait. Idris Elba, son action. Qu'on voit très très peu d'ailleurs. Qu'on voit très peu. Alors on sent quand même que le gars a monté en gamme, hein, parce qu'on le voit quand même un peu plus, avec un rôle peut-être plus intéressant. Enfin. Son passage, je trouve que là ça fait vraiment Thor. On est vraiment sur les terres de Thor, sur son royaume, on navigue à travers les forêts, on découvre d'autres lieux, il y a de la mythologie, il y a vraiment du Seigneur des Anneaux là pour le coup, quelque chose de dans la vibe, dans les décors. Il y a des endroits dans lesquels se réfugie le peuple asgardien à un moment. Ces endroits qui justement n'étaient connus que de Heimdall apparemment, en tout cas Heimdall et peut-être très très peu d'autres. La manière dont il a de les ouvrir faisait vraiment penser au Seigneur des Anneaux. Mais ça je trouve ça cool. De runes. Enfin, la culture a été plus ou moins quand même bien respectée. Voilà. Après, j'ai toujours un peu de mal avec Heimdall. Ce que je disais au début, c'est que j'adore cet acteur, mais on parle de mythologie nordique. Alors c'est pas pour faire réac ou quoi au caisse. Il joue, encore une fois, super bien. Je dis pas le contraire. Et une fois qu'on a accepté le postulat que voilà, les Asgardiens sont un peuple qui vivent juste sur une autre planète, ok, ça peut passer, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait tiquer quand même, quoi. Mais sinon, non, il joue quand même toujours aussi bien, mais son rôle est quand même assez réduit. Il vient toujours à des moments clés de l'intrigue. Ils ont fait en sorte quand même d'arrondir les angles, je pense, avec Idris Elba qui veut avoir un peu plus d'importance dans le studio Marvel. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit, ouais, récemment, tout à fait. Et donc ça se confirme là, quoi. C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression. C'est pas que son talent est gâché, mais on aimerait en voir plus. C'est frustrant. Je suis assez d'accord. Moi, il y a un autre personnage qui m'a fait tiquer. Alors, c'est pas le personnage dont je suis le plus fan chez Marvel, mais je trouvais que c'était très dommage. C'est celui de Valkyrie. Enfin, ce qui est censé être Valkyrie, quoi. Alors. Moi, je suis tout à fait ouvert dans du comic book movie à avoir un personnage qui a une identité totalement différente. On est dans un autre médium, on est là aussi pour voir éventuellement autre chose. Sauf que là, honnêtement, on a face à moitié une sorte d'alcoolique, garçon manqué, qui assume pas tout à fait son statut, qui fait de la blague à gogo, et on se dit, mais pourquoi avoir pris en fait Valkyrie? Pourquoi ne pas avoir créé un personnage tout court? Parce que là, il ressemble en rien à Valkyrie, et c'est, je trouve... Là aussi frustrant, parce que Valkyrie, il y a toute une épopée. On voit un peu d'ailleurs dans le film l'histoire de ce clan de guerrières qui d'ailleurs... C'était bien filmé. Je trouve, voilà, c'est les C'était plus un des belles moments de images fulgurance du film
qui ont vraiment de la gueule. Moi j'aurais aimé que le film soit que comme ça, quasiment. Un tableau, c'est très pictural, c'est magnifique. Mais j'aimerais dire, mais c'était bien vu pour le coup. Pourquoi c'est gâché par un personnage qui boit de la bibine? La première fois qu'on la voit, on se dit, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es sérieux? Non, mais on en revient à la même problématique qu'avec M. Dial, c'est-à-dire que il devait justement réinterpréter le personnage, montrer justement quelque chose de différent et avoir une approche qui allait dans le sens du réalisateur, c'est-à-dire une approche disruptive, et elle le joue encore super bien. Tessa Thompson qui a joué dans Creed, je crois. Ouais, c'est ça, c'est elle qui joue dans Creed, qui était mais super bien dans ce film-là. Moi, c'est là que je l'ai découverte. Comme beaucoup, je pense. Ouais, aussi, ouais. Et là, elle confirme tout son talent. Mais d'un autre côté, on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec les bouquins, quoi, tout simplement. Donc, pour moi, c'est des années-lumière, c'est ça que je comprends pas. Après, voilà, moi, je l'interprète d'une manière différente. Je me dis que c'est une Valkyrie, ça n'est pas la Valkyrie qu'on connaît. Mais enfin... Voilà. Oui, mais en ce cas-là... Mais à quoi bon... Mais attention, à quoi bon... C'est quand même intéressant, mais voilà. À quoi bon, en ce cas-là, intégrer le personnage dans ce groupe de guerrières, quoi. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, je trouve. C'est entre guillemets faire plaisir à des fans, et en fait, pas vraiment. C'est de la même manière que ils appellent le film Thor Ragnarok, mais bon, honnêtement, Ragnarok, on s'en fout complètement. Mais beaucoup de gens pensent. Alors, il y a des gens qui risquent d'être déçus, mais bon, ça faut s'habituer dans cette idée-là. Et des gens qui pensent qu'ils vont voir Planet Hulk. Il y a aussi. Il y a une mini vibe de Planet Hulk. Il y a 3% de Planet Hulk dans le film. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, pour ceux qui connaissent, le tournoi des champions. De grosses allusions à cet album-là. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment. Moi, j'aurais aimé voir Hercule pour le coup. Ouais, ça, moi aussi. Ça aurait été cool en caméo. Ah ouais, ça aurait été. D'ailleurs, on y reviendra, mais en termes de caméo, ils ont mis les moyens aussi. C'était un des. En tout cas, c'était les moments. Ça faisait partie des moments les plus plaisants, en tout cas à regarder. C'était carrément du fan service, mais c'était quand même super bien amené. Pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai perdu le fil. De quoi on parle ? On parlait des personnages secondaires d'ailleurs. Est-ce que tu en as un en particulier que tu as aimé ? On a parlé de Valkyrie, on a parlé de. C'est pas que. Alors, moi, Hulk m'a toujours bien plu. Là, j'ai trouvé qu'ils en faisaient j'étais un peu déçu par le traitement qu'ils en avaient fait. Pour ceux qui avaient lu la saga du Panthéon, avec Peter David au scénario, Dale Keown au dessin, et puis après Gary Frank, ça reste une référence dans les années 90. Complètement. On est à des années-lumière de ça, mais je me dis, je ne désespère pas qu'un jour on en vienne à ce niveau-là. Moi, je me dis que ce sera jamais le cas, mais je suis plutôt optimiste pas possible. On va voir. Et j'expliquerai, mais pas possible. Moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à un Hulk intelligent, puisque c'est ce que Peter David avait proposé dans les années 80-90, un personnage qui n'est plus le Hulk bébête que la série télé avait imprégné. Ouais, c'était la fusion des trois personnalités. Exactement. Le gris, le avec Hulk Doc Samson, etc. quoi. Sauf que ça, on n'y arrivera jamais, parce que je crois que si demain au ciné on propose un Hulk plus réfléchi, plus intelligent et tout, les gens vont dire mais non, Hulk c'est le mec qui détruit tout, c'est le mec un peu bébête, et c'est ce que malheureusement au cinéma on a avec Avengers, avec ce film-là. On l'avait peut-être un peu moins avec le film de Louis Leterrier, mais là encore une fois, on arrive avec un Hulk qui détruit tout, qui est un peu neuneux, qui parle Hulk, oh mais... Tu vas me dire, ok, putain, mais sans déconner, Hulk, il est quand même pas aussi débile que ça, quoi. Et en plus, il y a un truc que je pige vraiment pas, c'est que ce soit dans Thor Ragnarok, que ce soit dans Avengers, ou que ce soit dans l'Incroyable Hulk, mais le visage de Hulk à chaque fois n'est pas le même, quoi. Là, il ressemble énormément à Mark Ruffalo, et j'avais l'impression que dans Avengers, c'était pas à ce point-là. Moi, ça me dérange pas, mais bon... Non, mais on perd en... Ouais, non... c'est vrai qu'avec Hulk on s'y perd, mais moi ce qui... Pourtant il y a une belle scène dans l'avion.
Ouais, c'est scène de vrai. transformation, je trouve, est très belle. Elle est même bien amenée. Maintenant, il y a beaucoup de choses, moi, qui me concernant ce personnage, qui me font un peu tiquer. Déjà, qu'il a été réduit à un personnage de buddy movie, alors qu'à la base, Hulk est une force de la nature. Et même si, voilà, quand on a vu le film Thor, on s'est dit bon, on est dans l'univers de Thor, voilà, mais on sait que Thor peut tenir tête à Hulk, mais pas comme ça, quoi. À la fin, normalement, il doit se faire démonter la tête. Enfin voilà, il y a pas discussion, c'est pas possible. Enfin voilà. Et quand on voit le film, on se dit ah ouais, là quand même. Mais pour moi, c'est le truc sur lequel on se dit bon. Je me suis dit voilà, c'est là, on n'a pas forcément la même lecture des personnages. Moi, c'est pour ça que je te disais que Hulk, de toute manière, pour Marvel Studios, sert de pansement dans les films. C'est-à-dire que les trilogies c'est pas faux. qui marchent un peu moins bien, on met Hulk parce que c'est un personnage populaire, ça apporte un peu de fraîcheur et autres, et que de toute manière ils ne peuvent pas faire de solo, donc autant essayer de servir du perso, mais je trouve qu'il s'en sert mal, en tout cas, même s'il a de belles scènes et on le voit comme on ne l'a jamais vu au cinéma, avec un côté un peu effectivement Planet Hulk pour le coup, mais on est quand même, je trouve que ça, au final pour moi, ça desservira le personnage dans la culture pop. Je suis pop. d'accord, parce que en fait, avant ce film, Hulk était considéré comme étant une force de la nature, ce que je disais. Et son côté peut-être même pas bête, mais un peu gamin, un peu brut, Non, il avait un côté brut auparavant. Et pour ceux qui ont lu les BD, et même ceux qui ont vu Incredible Hulk, à un moment on l'entend parler, et il dit, il se fait pourchasser dans une scène qui se passe au Brésil dans les favelas. Dans les favelas, on l'entend parler avant que justement il s'énerve vraiment, et il dit Leave Hulk alone, mais il le dit vraiment avec une force et une émotion. Voilà, on sent quand même dans sa voix qu'il y a à la fois du désespoir, mais aussi de la colère. Là, il est devenu puéril en fait, et c'est ça moi qui m'a un peu embêté avec ce personnage-là. Il y a un personnage qui pour moi n'a pas été plus mis en avant que ça, alors qu'il l'aurait pu. C'est le personnage de Scourge, qui est joué par celui qui a joué Karl Urban. Karl Urban. J'étais très déçu. Et j'ai été un peu déçu mais d'un autre côté, on voit bien qu'il le joue quand même super bien, parce que il y a des moments dans le film où il faut montrer le côté un peu tiraillé du personnage, même si au départ ils en font un guignol, hein. Ouais, un con. Clairement un con, et par la suite on sent quand même comment dire, non, il y a de l'émotion, mais le mec, on sent le débat dans sa tête quand même, donc je trouve que le gars s'investit super dans le rôle, quoi. Ouais. Sauf que le rôle, il n'est pas assez exploité dans le montage du film. Et voilà, je sais pas s'il apparaît plus que ça, mais ouais, je me suis posé la question de savoir si effectivement au final dans le scénario le rôle de Karl Urban était plus puissant. Moi, ce qui me gêne, c'est que Karl Urban, son personnage, à la fin, il ne fait que renforcer ce côté nanardesque du film avec les mitraillettes. On dirait presque parfois un film de Robert Rodriguez, quoi. Ça mitraille, des effets spéciaux. Je crois que ça fait référence à la BD, hein, parce qu'à un moment, je crois que Scourge avait des flingues. Mais il peut avoir des flingues, et d'ailleurs, après, la façon c'est un côté badass qui plaît, mais c'est pareil, c'était un peu trop court. Mais c'est pas Thor, quoi. À un moment donné, on est dans un film Thor. Alors qu'il y a à un moment donné un perso avec des mitraillettes. On est dans un film cosmique. Bah là, ouais, mais c'est le cas, c'est totalement ça. Moi, le problème, c'est on est très peu sur Terre déjà. On est. C'est pas un secret. Oui. Il y a quelques. Les minutes sur Terre sont cool. Ouais. En fait, dans comment dire, ils font le raccord avec un autre film sorti il y a quoi, il y a un an. Il y a un an, et je trouve que c'est bien amené.
Trop court même. Ouais, trop court, mais vraiment, vraiment bien amené. Et on avait envie de voir beaucoup plus d'interaction avec ce personnage-là. On peut le dire ou pas? Ouais, bon, de toute façon, il est dans la bande-annonce. C'est un secret. Voilà, de toute façon, c'était à la fin de. En gros, la fin de Doctor Strange, l'un des after-credits de Doctor Strange. Ouais, c'est ça. Où vous avez Stephen Strange et Thor. Voilà, vous l'avez en beaucoup plus long dans Thor, et c'est une scène qui est magnifique, surtout grâce beaucoup à Benedict Cumberbatch, je trouve qu'il est. Il joue un peu le mec blasé par les personnages. Mais pour le coup, par les dieux qui viennent foutre le bordel sur Terre. Et Thor, lui, il sait pas vraiment comment composer avec ce nouveau personnage. Bon, on racontera pas les circonstances pour lesquelles. Bah si, ils le disent dans l'extrait. Mais si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Il y a un personnage qui a disparu. Thor et Loki le recherchent et ils vont voir entre autres Stephen Strange pour essayer de bien le retrouver. Eux, mais en tout cas, ce caméo était exquis et vraiment bien amené. Je tiens vraiment à insister sur la réalisation et la construction. Justement, vraiment. Parlons un peu de la direction artistique. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réal qui est post-Gardien de la Galaxie? Moi, je la qualifierais de Kirbyesque, bizarrement. Ah bah, il y a vraiment une vibe Kirby, c'est clair. Bah, c'est clair. C'est entre l'histoire qui est vraiment poussée vers vers le côté cosmique de Marvel, et puis le design des décors et même le chara-design qui est vraiment poussé pour justement faire rappeler l'héritage de Jack Kirby. Franchement, j'ai adoré. Ça jusqu'au titre aussi qui apparaît sur le générique, ouais. On se dit mais ça vient de Kirby, c'est pas possible autrement. Il y a un aspect un peu rétro techno qu'on retrouvait dans les séries Les 4 Fantastiques là. On voit tout de suite. On dirait du jeu Sega, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, mais ça nous fait plaisir d'être dedans, quoi. Après, il y a un côté un peu kitsch, un peu carton-pâte. Par moment, quand on est dans Sakaar, justement, on se dit ah ouais, quand même là, c'est un peu chaud, quoi. Mais dans l'ensemble, ça se tient parce que c'est seulement sur le monde de Sakaar que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Après, quand ils reviennent sur Asgard, je trouve que le réalisateur a eu l'intelligence de rendre ce monde-là beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible, beaucoup plus brut, et il en gagne justement en lisibilité, que ce soit au niveau de l'histoire ou du monde qu'il est en train de construire. Pour ce qu'ils vont devenir de toute façon, voilà, mais c'est quand même super intéressant. Ouais. Moi je trouve la direction artistique très très chouette, avec plein de... C'est là où je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées, dans la musique, dans les décors, dans les costumes, voilà. Tout ça c'est riche et ça fait que Thor Ragnarok est encore une fois des trois le film le plus riche. Ce qui me dérange, c'est que j'aurais aimé que cette direction artistique, notamment la musique que je trouve très sympa, j'aurais aimé que ce soit la BO des Gardiens de la Galaxie et pas de Thor Ragnarok en fait. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie, pour moi, hors Awesome Mix, vraiment la soundtrack, purement la soundtrack, c'est la musique qui est composée pour le film des Gardiens, était pas terrible. Et celle de Thor est vraiment cool. Et pourquoi ils l'ont pas mis plutôt sur les Gardiens que sur Thor? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné ce côté 80, jeux Sega, rétro gaming et tout. Ok. On y revient. Non mais c'est sympa l'hommage à Kirby, sauf que en ce cas-là, autant faire un film qui se passe carrément dans les années 80, tu vois ce que je veux dire? Bah je sais pas, il devrait faire les New Gods, mais c'est plus marrant. Bah voilà, ouais, enfin j'espère que si DC fait un film New Gods, ou soit ils assumeront vraiment le côté à fond les manettes, mais la direction artistique chouette, mais... Et encore, même les planètes, les scènes sur la planète, en fait finalement ça fait quoi, 40 minutes du film? 1 heure grand max, pas plus, sur 2 heures et des bananes. Faut dire que le film dure à peu près 2h15. Ouais, 2h15. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas le plus long des Marvel qu'on ait eu, sachant que, à mon avis, les prochains. Les Avengers ont duré. Ils vont faire 2h30. Un bon 2h30. Facile, quoi. Et là, on va peut-être le sentir passer, même si, voilà.
on sera dans un univers qu'on adore et qu'on kiffe, mais ça me dérange moins que sur un film où il y a énormément de personnages, enfin un vrai film de groupe, d'équipe. Le film dure 2h30. Là, franchement, sur Thor, je te l'ai dit, des fois je m'ennuyais, j'étais perdu. Non, mais il y a des longueurs, je suis d'accord. En revanche, comment dire, moi ce que je trouve plutôt bien construit, j'en reviens toujours à la construction, mais c'est vrai, c'est ça, c'est que les interactions, les petits caméos qu'on peut voir sont toujours bien amenés et font toujours avancer l'histoire. Je pense notamment à la scène de l'avion, quand justement Banner revient dans le film. Il y a justement quelque chose qui déclenche cette transformation et c'est bien amené. Ouais, je suis d'accord. C'est pareil, l'apparition du Docteur Strange, elle est pleinement justifiée dans l'histoire. Et tu trouves que par exemple l'apparition de Stan Lee, elle est justifiée ou pas? Elle est rigolote, c'est pas son meilleur caméo, mais bon, c'est cool. C'est pas son meilleur caméo. C'est lequel son meilleur caméo? Celui des Gardiens 2, je trouve. Avec les gardiens. Ah oui, ouais. Je pense que c'est le plus beau, à mon avis. C'est le plus beau, ouais, c'est vrai. Plus beau, le plus vrai, le plus représentatif du bonhomme, quoi. Ouais, parce que les autres, ils étaient... Bah, il y a beaucoup de caméos de Stan Lee qui sont très anecdotiques, où des fois on se demande, mais pourquoi, en fait? Non, parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Il a 98 ans, quand même. Bah, c'est bien pour lui, hein, mais on est content. Moi, je n'en ai rien à battre, ouais, enfin. j'étais là, je fais... Ah ouais, non, mais quand même, il est pas fatigué, le gars. Et là, à mon avis... franchement, chapeau l'artiste, quoi. Et pourtant, je suis plutôt... alors, il y a une petite polémique, c'est pas une polémique, mais un petit débat, on va dire, entre fans de comics. Il y en a qui vont comprendre, c'est que, en général, à un moment, quand on a une certaine maturité de lecture, tu sais, de connaissance comics, on demande toujours si on est de la team Kirby ou de la team Lee. Moi j'ai tendance à être de la team Kirby parce que j'adore son dessin, j'adore ce qu'il a, mais d'un autre côté c'est vrai que Stan Lee a apporté beaucoup, même malgré tout ce qui s'est passé, la manière dont il a géré les choses. Eh bien écoute, c'est un débat que nous aurons dans une autre émission le jour où Stan Lee sera mort, car je ne suis pas le plus grand des fans de Stan Lee, j'ai des points très précis. Effectivement, je serais plus de la patte Kirby, mais que ce soit pour Stan Lee ou que ce soit pour Bob Kane, pour moi de toute manière ce sont toujours les auteurs qui passent après qui font que le personnage vive. Ah mais on a oublié un truc. Quoi donc? Le grand maître. Et le grand maître, c'est vrai. Jeff Goldblum. Oh, il est sympa. Ah non, il est très très drôle. Il est très curieux surtout, je trouve. Ouais, il est un gros partouzeur, on peut le dire. Ouais, aussi, ouais. Mais comment dire, c'est quand même une approche du personnage qui est rafraîchissante pour le coup. Ouais, pour le coup, ouais. Il y a beaucoup de modifications, mais bien amenées, je trouve. Ouais. Plutôt juste. Et je trouve qu'elle est peut-être même plus juste que l'approche de Benicio del Toro. Ouais, sur le collectionneur. Tout à fait d'accord. Pour ceux qui savent pas, en fait, les deux sont frères. Les deux sont frangins. Donc... on avait une interprétation un peu plus en retenue dans les Gardiens de la Galaxie, alors que là, on a eu quelque chose, on a eu une approche un peu plus fun, plus sympa, un peu plus débridée, et pour autant très maîtrisée, quoi. C'était vraiment très sympa à regarder. Et puis en plus de ça, il y avait les personnages, les acolytes que l'on avait dans Planète Hulk. Mais je les trouve un peu neuneux en fait sur le film, quoi. Même si c'est sympa de les voir. C'est ça qui est enfin, ça c'est un point qui va faire tiquer. Mais sur le moment, quand on regarde le film, on n'y pense pas parce qu'on est happé par l'histoire, par le rythme de l'histoire qui est quand même assez soutenu. Et c'est seulement après coup, quand on repense au film, qu'on se dit ah ouais, non, mais là, quand même, ils ont un peu déconné. Quoi. C'est-à-dire que c'est censé être des warriors, quoi. Ouais. Des durs à cuire. Ouais. C'est eux qui reviennent avec Hulk pour faire la fête à certains héros, quoi. Là, excuse-moi, on dirait des Groot, en fait. À chaque fois, je pensais à Groot. Un mélange entre Groot et la chose des 4 Fantastiques. Je suis d'accord. Ouais. Bah, en fait, là, c'était des personnages qui étaient là pour l'effet comique. L'effet comique est omniprésent. C'est vraiment le point noir du film, selon moi, parce que il y avait vraiment tout pour faire quelque chose d'épique, encore une fois. Même en mélangeant Planète Hulk avec Ragnarok. Et
Et quand on voit l'évolution de l'histoire, on voit où ça va mener. Ils sont en train de rattacher les wagons avec justement Avengers qui va arriver. Infinity War. Pour ceux qui ont vu les trailers qui ont leaké, bah, on sait que Thor va être le trait d'union avec les Gardiens de la Galaxie et avec Avengers. Donc, complètement. C'est peut-être là, comme tu disais, on arrive peut-être à la fin la fin du cercle, ouais, d'un cycle, et c'est là où on va voir justement les limites, comment dire, du Cinematic Universe. Ouais, d'un univers partagé. En tout cas, la question c'est de savoir comment ils vont donner une nouvelle impulsion pour nous intéresser de nouveau, parce que ça fait quand même quoi, 10 ans 10 ans, ils vont fêter leurs 10 ans l'année prochaine. Ça va faire 10 ans et là on en est à la phase 3. On peut pas faire plus haut qu'Infinity War. Après, derrière, on va proposer quoi ? De toute manière, ça c'est toujours, pour moi c'est leur gros challenge. Comment ils vont faire après Thanos ? Ils ont teasé Thanos pendant quasi, pas 10 ans on va dire, depuis 2012, donc depuis 6 ans. Ouais, depuis 6 ans. Ils n'ont pas de très gros méchants. Je veux dire, Red Skull, ils l'ont explosé, même si Thor Ragnarok peut peut-être donner quelques pistes avec Loki. Sans trop spoiler, le mandarin ils l'ont explosé, ils n'ont pas Galactus, ils n'ont pas le surfeur. Bon, il y aura les Skrulls sur Captain Marvel. Ce qui est surprenant parce qu'à la base les Skrulls font partie de l'univers des 4 Fantastiques. Oui, mais je crois qu'il y a une race type spécifique des Skrulls et il y a quelques personnages qui sont en garde alternée, ce que j'appelle ça, la garde alternée. De la même manière que de toute façon Quicksilver. Ah, mais tu parles de Vif Argent avec la sorcière rouge par exemple. Oui, par exemple, ouais, voilà, Quicksilver et Scarlet Witch sont autant dans l'univers X-Men que l'univers Avengers. Ça tient au fait qu'ils apparaissent en même temps dans Avengers que dans les X-Men. Oui, mais les deux studios ont le droit d'utiliser les personnages. Donc du coup, ils ont le droit de les utiliser. En revanche, il me semble que pour les Skrulls, c'est pas aussi marqué. Hein. Bah maintenant, apparemment, c'est le cas. Il me semblait que j'avais lu ça de la part de James Gunn. En tout cas, ça peut être pour moi une piste de nouvelle invasion. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait être un Secret Invasion pour la suite. Mais mais c'est sûr qu'ils vont le faire. C'est sûr qu'ils vont le faire. À leur sauce. À leur sauce, mais on a Captain Marvel qui arrive là 2019. Dans 2 ans. Il y a donc Black Panther qui va arriver là en février. Non, il y a tout pour que justement on puisse faire ce crossover. Mais à mon avis, ils vont pas le faire tout de suite. Ça va être justement le point culminant de la phase 4 ou 5, quoi. Donc, et c'est pareil, cette question de phase, il y a un moment où on va se dire, mais où est-ce qu'on va, quoi. Et c'est là où justement on en parlait, en tout cas l'approche de DC est différente et peut-être on va dire un peu plus salvatrice dans le genre, dans le sens où ils veulent raconter plus un arc, vraiment une histoire fermée plus que ça. Mais là bon, on en reparlera, mais je pense qu'ils sont un peu précipités, ils ont voulu justement copier Marvel et ils auraient peut-être pas dû le faire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi probablement un retour en arrière et que Warner va annoncer d'ici peu une sorte de label, les Swords, pour le ciné et pour DC, qui permettra d'avoir du spin-off. On est un peu en train de digresser, hein, mais justement, allez, revenons sur Thor Ragnarok. Pour terminer, un point positif pour toi du film, un point négatif. Le point mais vraiment positif, c'est que c'est une super histoire, vraiment meilleure que les 2 premiers. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Je le trouve vraiment au-dessus des autres. Le réalisateur a vraiment fait un travail énorme, le scénariste aussi. Et on sent aussi que les acteurs sont un peu plus impliqués. Exactement. Je pensais notamment à Loki, qui était peut-être, on va dire, un peu désavantagé. Là, j'ai l'impression que le réalisateur a vraiment compris son utilité et vraiment le personnage, et c'est très bien utilisé. Le point négatif, pour moi, c'est l'humour. Il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, voilà, on adore tous les deux ce genre de film. Mais pas forcément ce genre d'humour. Hein. Mais je pense que ces blagues-là ne nous sont pas destinées, en fait. Je pense aussi.
Voilà, Tout à c'est fait. ça. C'est que ça va faire rire vos enfants si vous en avez. Ça vous fera rire si vous êtes des gamins ou des préados, je sais pas. Ou si vous avez l'humour facile. Proche de la mort. Voilà. Mais ça apporte pas forcément grand-chose à l'histoire, quoi. C'est-à-dire que même Ella, qui est censée être sinistre, c'est la déesse de la mort. Putain, même elle fait La des blagues. déesse de la mort. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je me demande pourquoi elle va pas s'acoquiner avec Thanos. Il ferait un super couple, en fait. Ben, il y avait des gens qui pensaient ça justement, qu'elle allait être proche Ça aurait pu de Thanos. être énorme. Ah, Et en fait, elle se met à faire des blagues, quoi. Je dis, Ouais, mais non, ouais. voilà. Donc pour moi, le point négatif, ce serait ça. Et pour toi, ce serait quoi? moi c'est pareil, hein, c'est l'humour, vraiment je vous dis, j'ai l'impression de retomber 5-6 ans en arrière chez Marvel Studios, c'est l'humour qui faisait que je détestais Marvel, et c'est ce qui a fait que au fur et à mesure j'étais de plus en plus confiant sur les produits Marvel, parce que ils avaient justement retenu ça. Là il y en a trop depuis du début jusqu'à la fin. Vraiment, dès la première scène il y a de l'humour, ça n'arrête pas, et moi à un moment donné je trouve que ça dessert l'histoire. Ouais. On sort, si vous voulez, on est dans une action épique, il y a une blague, ça rigole, il y avait une dame à côté, elle n'arrêtait pas de se marrer, hein. Ouais, c'est vrai. Et là je fais, mais vous imaginez, À la limite, tu pourrais faire un film avec elle, ce serait pareil. vous êtes en train de voir Le Seigneur des Anneaux et vous rigolez tout le temps. Voilà, pour moi ça pose un problème, et ça m'a gâché le film, franchement. Le point positif, et ça m'étonne quand même pas mal, c'est que je trouve que c'est un film qui, malgré tout, même si je trouve que Thor Ragnarok est assez éloigné de l'univers de Thor, en tout cas de ce que je souhaiterais voir au cinéma comme univers de Thor, je trouve que le personnage de Thor a une belle évolution. Il gagne justement Voilà. en charisme, en charisme, en crédibilité, Ouais, en ouais. maturité. J'ai presque envie de dire, quasiment enfin un dieu. Avec à la toute fin, sans vous spoiler, un changement qui fait que je me dis, ok, dans Avengers il fait un Infinity peu War, chef de guerre. exactement. Et d'ailleurs, à la fin, ça me fait penser à Star Trek. D'ailleurs, Chris Ouais, Hemsworth avait joué aussi dans Star Trek. Et j'ai envie de le voir, en fait, vraiment maintenant dans Avengers Infinity War, en me disant, ok, qu'est-ce que tu vas donner, qu'est-ce que tu es capable. Le beau gosse avec la cape et les petits cheveux qui volaient dans l'air, c'est terminé. Nathalie Portman, tu n'es pas dans le film. D'ailleurs, il n'y a pas de love interest dans le film. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas d'histoire d'amour à la con comme dans les deux premiers. À un moment, il était question que ce soit justement la Valkyrie Eh bien, tant mieux. Et en fait, non. Tant mieux, car en fait, il a une relation avec Loki. Non, je déconne. Mais Avec Hulk, c'est encore pire. Ah mon dieu, c'est dégueulasse, quoi. Oh, d'ailleurs, il y a des blagues un peu des fois obscènes, hein, franchement, avec Hulk. On voit presque Hulk à poil, mais pas tout à fait. Mais voilà, l'évolution du personnage de Thor, je la trouve bien. Je trouve que Chris Hemsworth, depuis le premier film, a gagné aussi en acting, a gagné en second degré. Enfin voilà, je trouve que j'étais très content de revoir Thor sous cette forme, en me disant, ok, il a un peu d'humour. C'est le côté Kirby 60s. Il y a aussi un côté badass, comme on le voit par exemple avec Coppel depuis quelques années. Là, pour le coup, c'est la première fois que je me dis que Thor est crédible. Une véritable masse comme. Quand Olivier Coppel. Olivier, si tu nous vois. Je ne crois pas, mais on l'embrasse. En fait, il le voit comme une force de la nature, vraiment. Une énergie. Un mec, mais une masse, quoi. Et là, on avait presque ça. Pas tout à fait, mais. Il y a des moments où on peut un peu oublier son côté un peu bodybuildé, un peu artificiel, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça fait plaisir en tout cas. Ça manque un peu de rage, mais c'est vrai que c'est assez. Je suis assez content. Est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Thor Ragnarok au cinéma? On l'a vu en 2D, d'ailleurs, pour préciser. Alors, moi, je vous invite à aller le voir en 2D. Je préfère, perso, c'est beaucoup mieux en tout cas. Je crois pas qu'il soit travaillé pour la 3D. Non, je crois pas non plus. Il n'y a pas d'effet de profondeur, il n'y a pas de scène qui le justifie. Maintenant, allez le voir, oui. Vous allez passer un très bon moment. Et je pense qu'il va peut-être plus vous marquer que les Marvel que vous avez vus jusqu'à présent. Parce que maintenant...
on est quand même habitué, on en a quand même bien bouffé. C'est le petit rendez-vous annuel. Voilà, dernièrement, on a eu, non, c'était il y a un an, tu disais. Doctor Strange, c'était à l'automne. Mais il y a eu Les Gardiens, il y a eu Spidey. volume 2, il y a eu Spider-Man. C'est pas qu'ils étaient pas bons, mais voilà, c'est plus classique peut-être. C'était un peu comme si c'est un peu comme si vous bouffiez un paquet de M&M's, vous êtes content sur le coup, et après derrière vous l'avez oublié quoi. Bah pas sur ce Thor. Voilà, c'est juste ça. Enfin moi c'est comme ça que je le vois quoi. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de virage. On va dire voilà, ça c'est un point important de l'évolution de l'histoire de ces personnages. Et si même on a oublié les autres. Celui-là, en tout cas ce film-là, je pense que ouais, il va marquer quoi. C'est vrai que le film confirme, comme tu le dis, ce virage de Marvel Studios d'avoir des films un peu plus indépendants, avec un peu plus de pattes, parce que de toute manière, ils n'ont plus trop le choix et qu'à un moment donné, il va falloir aussi donner un peu plus de matière à manger aux spectateurs. Je vous conseille d'aller voir le film d'abord pour vous faire votre avis. Si vous avez aimé les 2 premiers Thor, vous risquez d'aimer ce film. Si vous aimez les films Marvel Studios, vous risquez d'aimer Thor Ragnarok. Si vous n'avez pas trop aimé les 2 premiers et que vous êtes un fervent lecteur de Thor, vous risquez de ne pas vraiment aimer Thor Ragnarok. Mais allez le voir. Il n'a pas son casque dans le film. Si, un tout petit peu. Un tout petit peu. D'ailleurs, c'est un casque très curieux. Mais voilà, allez au cinéma, faites-vous votre avis. Il y a de bonnes choses à manger. Soyez réceptifs si vous le pouvez pour l'humour. Je suis pas sûr que vous le serez, mais bon, si vous l'êtes, tant mieux. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de notre ami Génération Strange. GénérationStrange.com. Venez, il n'y a aucun problème, on a à boire, à manger. Voilà, il file même de l'argent, n'hésitez pas à envoyer vos ribs. Quant à vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, mettez aussi un pouce bleu. N'hésitez pas à liker notre page Facebook. On a aussi fait d'ailleurs une vidéo avec les réactions à chaud de quelques amis journalistes en sortie de projo de Thor Ragnarok. Et si vous ne le saviez pas, nous serons au Comic Con Paris. Merci à tous, à très bientôt, ciao. Ciao.